Bonjour tout le monde, lundi 20 mars et je vous souhaite la bienvenue à F1 Podcast. Ici Martin Simon avec un C. Et aujourd'hui à l'épisode, nous allons faire un retour sur Jeddah, le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui avait lieu lors du dernier week-end. Nous allons avoir aussi à la toute fin de l'émission un petit bloc pour répondre aux questions des membres F1 Podcast. Les questions que vous pouvez nous envoyer à chaque semaine sur notre page Facebook ou à notre adresse courriel f1podcast en un mot à commercial gmail.com. Et sans plus tarder, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la F1. Tout d'abord, pour l'actualité dans le monde de la Formule 1, nous débutons avec nos amis de chez Ferrari lors d'un segment de vendredi dernier où j'ai débaptisé leur directeur d'écurie Frédéric Vasseur. On vous apprenait que David Sanchez, ingénieur en chef qui était avec la Scuderia depuis 2012, avait annoncé son départ, donc il remet sa démission. Il va quitter pour une autre écurie qui restait à déterminer. Donc les rumeurs ont continué à couler au courant du week-end que sa prochaine destination pourrait être nul autre que McLaren, l'écurie britannique où il avait fait ses débuts avant de se joindre à Ferrari. Donc il s'agit d'une bonne nouvelle pour McLaren. On sait qu'ils ont eu des difficultés depuis le début de la saison. Ils ont aussi un nouveau tunnel de soufflerie qui rentrera en marche dans les prochains mois. Donc, d'avoir un nouveau directeur pour le domaine de l'aérodynamisme, un spécialiste comme David Sanchez pourrait être vraiment très bon et très positif pour le futur de l'équipe. On accueille ça à bras ouverts chez les partisans de McLaren. Une bonne nouvelle, un peu de positif, ça fait du bien. Ensuite, la grosse nouvelle, ça a été le point de presse de Toto Wolff en début de journée samedi, qui est venu confirmer qu'il mettait fin à cette idée d'IA-logie, de technologie chez Mercedes, d'y aller avec zéro ponton sur les côtés. Donc, la voiture très mince sur les côtés qui est très différente de la Red Bull ou de la Ferrari. On met fin à ce projet-là. On est arrivé à la conclusion que ça ne fonctionnera pas et que même les améliorations qui sont présentement à l'usine qu'on veut apporter à la voiture ne viendront pas faire des gains suffisants pour rejoindre le devant du peloton. Donc, à ce moment-là, on repart avec une idée nouvelle. On va aller plus se baser sur la technologie de Red Bull. Il ne faut pas s'attendre non plus qu'on va juste emmener et changer les pontons sur les côtés. Comme Lewis Hamilton mentionnait en entrevue, on recherche vraiment une symbiose sur l'équipe, sur la voiture. Donc, on veut vraiment une harmonie. Si on fait juste changer les côtés de la voiture, donc ça ne changera rien, pratiquement rien à la performance. Il faut vraiment avoir changé la pensée complètement de la voiture. Donc, changer le devant, les côtés et l'arrière pour vraiment tout changer la plateforme aérodynamique de l'auto. Donc, c'est ce qu'on va voir et ce qu'on va suivre au courant des prochaines semaines. Quel type d'amélioration on va porter. On a déjà exclu l'idée de changer le châssis. On sait qu'avec les nouveaux caps, plafonds budgétaires en Formule 1, c'est pas possible pour eux autres d'aller et de simplement changer le châssis. Ça forcerait l'équipe à défoncer le montant permis par la FIA. Donc, on n'ira pas là. On exclut toute possibilité de changer le châssis. On va vraiment se concentrer sur l'aérodynamisme dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour ramener Mercedes comme étant une écurie compétitive. Donc, c'est ce qui conclut le volet actualité. On est maintenant prêt à passer au week-end de course que nous avons eu en provenance de Jeddah, Arabie Saoudite. Place au week-end de course. Étape 2 de 23 courses du championnat du monde de la Formule 1 en provenance du circuit de la Corniche, Jeddah, Arabie Saoudite. Le samedi matin a débuté comme le vendredi s'était terminé, donc avec une domination des Red Bull lors de la dernière séance d'essai libre. On était ensuite prêt à les qualifications. Donc, les qualifications ont commencé en Q1 avec Max Verstappen qui avait signé le meilleur temps avec près d'une demi-seconde à l'avant de son coéquipier Sergio Perez, qui était énorme. Donc, il semblait vraiment intouchable. Il y avait à peu près rien qui pouvait arrêter Max Verstappen durant ce week-end-là. Mais c'est là qu'on a été surpris. On a vu que c'était possible et c'est venu rappeler à tout le monde que le championnat du monde est un marathon, bien entendu, avec un arbre de transmission qui est venu casser lors de la Q2. Max Verstappen s'est retrouvé à être obligé de partir de la 15e position pour le Grand Prix de dimanche. Ça a ouvert la porte bien grande
à tout le monde pour aller chercher cette pole position-là qui a finalement été remportée par son coéquipier, le Mexicain Sergio Pérez, qui a signé le meilleur temps de la séance devant Charles Leclerc. Mais on se rappellera que Charles Leclerc avait une pénalité de 10 positions sur la grille, donc en signant le deuxième temps, il ne pouvait pas s'élancer de la deuxième position pour le Grand Prix de dimanche. Donc c'était plutôt Fernando Alonso qui avait le troisième meilleur temps, lui qui a pu s'élancer de la deuxième position. Donc, ça a été une belle performance, encore une fois, des Aston Martin. On a vu qu'ils ont emmené beaucoup de puissance au Grand Prix. Donc, c'était intéressant de voir qu'ils ont pu maintenir la cadence qu'ils avaient fixée lors du Grand Prix de Bahreïn. On a aussi vu Lance Stroll aussi encore connaître une bonne performance en qualification. Les Ferrari on a vu Charles Leclerc avoir des bons temps, mais on a vu aussi Carlos Sainz avoir certaines difficultés pendant le week-end et surtout pendant la qualification. À un moment donné, il se retrouvait seulement en 9e position. Donc, ça devenait inquiétant pour eux. On a aussi eu Lewis Hamilton qui semblait avoir des difficultés aussi. Il a même mentionné qu'il avait de la misère à sentir la voiture. Donc, il ne sentait pas à l'aise, il n'était pas capable de développer une confiance à l'intérieur de sa W14. Et on sait que en Formule 1, encore plus quand on est dans un circuit qui ne pardonne pas, comme Jeddah, pardonnez-moi, de ne pas avoir cette confiance-là. C'est ce qui va nous coûter des dixièmes de seconde et ça peut faire une grosse différence sur la grille de départ, sur quelle position on va avoir pour s'élancer. Donc, c'est sûr que s'il ne réussit pas à aller chercher cette confiance-là, mais ça va compliquer le restant et ça peut compromettre les restants pour le restant de la saison, ça peut compromettre les résultats du Britannique Lewis Hamilton. Donc, son coéquipier, par contre, lui a pas eu de difficulté. Il est allé signer, George Russell est allé signer le 4e temps pendant les qualifications. Sainz a réussi à retrouver un peu de puissance pour aller chercher le 5e rang. Le Canadien Stroll, qu'on disait qu'il avait eu une bonne performance, il a été 6e sur la grille de départ. Ocon, qui essayait de se faire pardonner après son tour du chapeau à la Esteban Ocon lors du Grand Prix de Bahreïn. Donc, lui, il a signé le 7e temps. Lewis Hamilton, on mentionnait ses difficultés, 8e. Oscar Piastri, qui en est à ses débuts, seulement sa 2e course en Formule 1, avec une McLaren 9e, qui a passé devant son coéquipier Lando Norris, qui lui, malheureusement, a accroché le mur. Donc, il a eu un peu le même problème, quoique Max Verstappen, c'était pas une erreur, mais c'était plutôt un bris mécanique. Mais pour Norris, il a dû aussi retirer la voiture. Donc, lui aussi, il a compromis sa qualification et il a dû s'élancer de la 19e place pour la course dimanche. Après Oscar Piastri, on a eu l'autre Alpine de Pierre Gasly, lui qui a signé le numéro 10, qui a signé le 10e temps. Hülkenberg à l'intérieur de sa Haas 11e. On a eu Joe chez Alfa Romeo qui lui est 12e. Magnussen, coéquipier de Hülkenberg chez Haas, qu'on disait la semaine dernière qu'on trouvait qu'il avait des débuts. Moi, personnellement, je trouvais qu'il avait des débuts difficiles. Eh bien, il s'est encore fait battre par Hülkenberg en qualification. Il n'a pu signer que le 13e temps. Bottas à l'intérieur de l'autre Alfa Romeo, 14e. Suivi de Verstappen, qu'on a expliqué durant la Q2 que son arbre de transmission a lâché, donc il n'a pu signer que le 15e temps de la séance. Tsunoda, 16e. Albon, Albon Williams, 17e. De Vries, Alpha Tauri, 18e. Norris, qu'on a déjà mentionné, à bord de sa McLaren, 19e, et Logan Sargent, qui lui aussi a eu un petit tête à queue. Ça l'a compromis ses pneus. On a aussi enlevé un temps qu'on lui a retiré à cause qu'il avait excédé les limites permises par la FIA. Donc, lui, il s'est lancé de la dernière position. Donc, c'est ce qui résume la séance de qualification. Maintenant, passons au Grand Prix de dimanche. C'est quelque peu après 13 heures que les rouges se sont éteintes pour signaler aux 20 voitures qu'il était temps d'y aller pour le départ de ce Grand Prix qu'on a eu. Moi, j'ai apprécié le spectacle lors du week-end. J'ai trouvé que si on avait eu le Fernando Show lors de la première étape, eh bien là, on a eu le Verstappen Show qui s'élançait de la 15e place. Bien sûr, on s'attendait à ce qu'il remonte avec la voiture qu'il a et son talent indéniable. Et c'est ce qu'on a eu. Il gagnait des positions. J'ai trouvé qu'il a fait preuve de maturité aussi. Il a vraiment choisi ses adversaires un par un.
Il a vraiment sélectionné à quel moment il allait faire les dépassements. Il n'a pas pris trop de risques au départ. Il a évité les collisions aussi parce qu'on sait que quand on part en milieu de peloton ou à l'arrière du peloton comme ça, il y a toujours des risques d'accident. Ça arrive vite. Il y a beaucoup de voitures chaque côté. Une erreur, c'est pas nécessairement notre erreur qui va nous coûter la fin de la course. Ça peut être une voiture à côté de nous, une autre voiture qui vient accrocher une voiture, qui vient nous toucher nous. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut être prudent. J'ai trouvé qu'il a fait preuve de maturité, d'expérience et de beaucoup de patience lors du départ et tout au long de la course pour vraiment choisir ses opportunités une par une et décider d'appliquer les dépassements au bon endroit lors du Grand Prix. Il y a aussi Charles Leclerc, lui, qui s'est lancé aussi de l'arrière, qui a vraiment bien fait, mais ça l'a bloqué pour lui à un moment donné. On a eu une erreur encore de stratégie chez Ferrari, donc on a décidé d'aller faire un arrêt aux pluies avant la voiture de sécurité. C'est sûr qu'on pouvait pas prévoir, mais quand même. Puis après ça aussi, on a choisi des pneus. On a décidé d'aller avec les pneus, les gommes tendres, pendant que la Mercedes de Lewis Hamilton à l'avant, nous, on a plutôt opté pour la gomme médium. Donc, c'est devenu très compliqué pour les Ferrari de passer Lewis Hamilton et de pouvoir continuer à gagner des positions. Sainz s'est retrouvé coincé derrière Hamilton, Leclerc aussi. Donc, ça a comme mis fin aux espoirs de Ferrari pour ce dimanche-là. Donc, je vous parlais d'une voiture de sécurité. La voiture de sécurité a dû s'emmener en piste alors que Lance Stroll a eu des troubles mécaniques. Ça a été dommage pour le Canadien parce qu'il avait eu un très, très bon départ. Il avait réussi même à passer un bon dépassement sur Carlos Sainz et sa Ferrari. Donc, j'étais très impressionné par Lance Stroll et son week-end et très déçu quand j'ai vu que son trouble mécanique forçait l'abandon et ça a forcé la FIA à lancer une voiture de sécurité en piste. Lors de la relance, on sait que Verstappen était rendu seulement derrière Russell et Alonso, donc il avait réussi à dépasser pas mal tout le monde en piste et de profiter de la voiture de sécurité pour avoir un arrêt au puits très peu coûteuse en temps. On sait que lorsqu'on arrête un arrêt au puits pendant une voiture de sécurité, ben ça nous coûte la moitié du temps que ça devrait nous coûter. Donc il y a eu une économie là-dessus, donc il a pu être placé tout juste derrière la Mercedes de Russell et la Aston Martin Red Bull verte de Fernando Alonso au départ. Ça lui a pas pris beaucoup de temps. Son écurie lui a dit de patienter pour avoir le DRS. Aussitôt qu'il y a eu le DRS, il a pu en profiter pour passer Russell et tout de suite aller se concentrer sur attaquer Fernando Alonso, ce qui a fait quelques tours après. Il l'a dépassé, puis après ça, il pouvait vraiment diriger sa chasse vers son coéquipier Sergio Perez. Mais Perez avait déjà bénéficié d'assez de temps pour se gagner une distance qui était assez bonne. Donc, on parle d'un 5 secondes d'avance que Perez avait réussi à construire pendant ce temps-là. Donc, Verstappen n'a jamais pu aller rechercher l'écart. Ensuite, plus tard, il a commencé à avoir des problèmes avec son arbre de transmission. Il est en discussion constante avec ses ingénieurs pour savoir s'il y avait quelque chose. On a même communiqué avec l'usine en Angleterre pour aller chercher plus de données, savoir s'il y avait quelque chose. On voyait pas nécessairement de problème. On sait que des fois, par l'informatique, on est capable d'identifier s'il y a des problèmes sur la voiture, mais on se fie quand même au pilote, parce que le pilote, lui, il a vraiment une sensation à l'intérieur. Des fois, on peut pas tout savoir, parce que si on avait été capable de tout savoir avec les ordinateurs, ben, on aurait pu prévoir lors de la qualification samedi que l'arbre allait casser. Donc, des fois, on arrive devant les faits. Donc, on donnait l'information à Verstappen que tout était correct, mais lui avait encore tendance à perdre confiance envers la voiture et il pensait qu'il y avait peut-être un problème avec celle-ci. Au même moment, on avait Perez, lui, qui rentrait en communication avec son ingénieur pour des problèmes de frein. Donc, on enquêtait sur les problèmes de frein de la Red Bull en même temps que l'arbre de transmission de Verstappen. Finalement, quelques tours plus tard, on leur a signalé que tout était correct, qu'on pouvait pousser. Perez a même redemandé si c'était nécessaire de pousser avec l'avance qu'ils avaient. C'était peut-être un risque non calculé dans le fond de continuer à pousser. Mais on a dit non, vous êtes libre de courser, continuez, allez-y. Et on sait que Verstappen, lui, cherchait quand même à aller chercher Perez, mais à un moment donné, il a commencé à voir que ça ne serait peut-être pas possible de réduire le gap de 5 secondes, donc il a commencé à économiser les énergies de sa batterie et il a demandé, quand il restait quelques tours à faire, quel était le meilleur temps de la course. On sait que ça donne 1 point au championnat. Et si Perez remportait cette course-là, en plus du meilleur temps qu'il avait déjà, bien, il aurait pris l'avance au championnat des pilotes. Donc, Verstappen, en connaissance de cause, a emménagé son énergie pendant quelques tours
pour tenter une dernière tentative pour le tour le plus rapide lors du dernier tour. Il a réussi à aller le chercher avec un tour phénoménal. Donc, il a réussi à remporter le tour le plus rapide, donc le point, ainsi que conserver l'avance au championnat par un point devant son coéquipier, Sergio Pérez. Pour ce qui a été de Alonso au départ, il a réussi à passer Sergio Pérez dès le départ avec une très très bonne réaction. Il a réussi à s'emparer dès le premier virage. Il a réussi à sécuriser la position sur la piste pour prendre l'avantage sur Pérez. Mais on s'est révisé tout de suite chez la FIA car on a vu que Fernando Alonso était mal positionné dans sa boîte de départ, un peu comme que Ocon avait fait lors du dernier Grand Prix. Donc Alonso a eu une fin de semaine très semblable à ce que Esteban Ocon avait eu. Donc il s'est mal positionné dans sa boîte de départ. Donc il était trop à gauche dans sa boîte de départ, ce qui n'est pas permis. Il faut vraiment que la voiture, le museau a le droit de dépasser, mais il faut vraiment qu'on place les roues derrière la ligne. Donc Alonso a été rappelé pour une pénalité au puits de 5 secondes, pénalité qu'il a pu servir lors de la voiture de sécurité. Donc ça aussi, ça a été un avantage, ça a été bien géré par Aston Martin, sauf que le petit problème, c'est qu'à la reprise vidéo, on voyait que le cric d'un des mécanos touchait à la Aston Martin, donc à la AMR 23. Donc en ayant le cric qui touche à la voiture, c'était contre le règlement de la FIA. Donc on a mis ça sur révision, et encore là, coup de théâtre, la FIA a pris au moins 30 tours à rendre une décision. Donc, le Grand Prix était terminé. Les célébrations avaient eu lieu sur le podium. Et là, on a décidé de dire, on a révisé ça, étant une pénalité. Donc, c'est 10 secondes de pénalité. On enlève le trophée. On enlève la bouteille de rosé. Et oui, parce que en Arabie Saoudite, on ne permet pas de boire de l'alcool dans un lieu public. Donc, ce n'est pas du champagne, c'est du rosé sur le podium. Donc, on a pris la bouteille de rosé. On a pris le trophée, puis on a remis ça à George Russell, puis on l'a crédité de la 3e position. On a dit, George Russell, tu es 3e, tu as fini 4e, à l'intérieur de 10 secondes de Alonso. Donc, tu deviens le pilote qui remporte le trophée de la 3e place. Pour ensuite, Aston Martin a lancé un protêt après la course et on a présenté des preuves. Bravo à Aston Martin, vraiment, on a fait un travail, là, un très très bon travail, d'aller devant les commissaires et de présenter que l'entente pour dire que le cric qui touche une voiture lors d'un arrêt au puits ne nécessite pas que c'est un travail sur la voiture. Donc là, on a présenté cette preuve-là. La preuve a été entendue et on a retrouvé que dans une présentation, un procès verbal qu'il y avait déjà eu entre les commissaires et les directeurs d'écurie, on avait mentionné qu'on voulait ajouter au règlement qu'on n'a pas le droit de toucher la voiture de quelconque façon. On voulait ajouter ce règlement-là, mais le règlement n'a jamais été ajouté. Et on a aussi fourni plusieurs preuves vidéo d'arrêt au puits où des pilotes servaient une pénalité où le cric touchait la voiture. Donc là, on a été mis devant les faits. On n'a pas eu le choix de renverser la décision. Donc, on est retourné reprendre la bouteille de rosé dans les mains de George Russell ainsi que le trophée et on l'a remis à Fernando Alonso. Donc, il pouvait finalement célébrer son 100e podium en carrière, ravoir ses points ainsi que son trophée et sa bouteille de rosé à moitié commencée que tout le monde avait pris des gorgées dedans. Donc là, il a pu célébrer et vraiment quitter la fin de semaine avec une 3e position, une 2e en autant de Grand Prix. Donc, devant tout ce coup de théâtre-là, il y a des gens aussi qui ont posé la question, disant, ouais, mais c'était quoi la différence entre ça et ce qui est arrivé à Esteban Ocon? Esteban Ocon, ça n'a pas été une question de cric lors de sa pénalité de la semaine dernière. Ça a été une question que un de ses mécanos est allé commencer à dévisser l'aileron avant que la pénalité avait été complètement servie. Donc, il y a eu cette petite différence-là. C'est pour ça que c'est pas le même dossier par rapport à ça. Pour le reste des positions, on a eu George Russell, comme on disait, qui a eu une 3e place, ça l'est fait retirer, donc il finit 4e. Son coéquipier Hamilton 5e, Sainz, la première Ferrari 6e, Leclerc 7e, Ocon qui a repris sa fin de semaine en venant chercher ses premiers points de la saison et en égalisant son partenaire au classement Pierre Gasly. Donc Ocon a fini 8e devant son coéquipier Pierre Gasly qui finissait 9e. Magnussen qui est venu arracher un point à la toute dernière seconde dans les derniers tours à Yuki Tsunoda, donc pour terminer 10e. Magnussen, j'avais été sévère avec lui, j'avais dit que je trouvais qu'il y avait des moments difficiles depuis le début de la saison. Il s'est repris, il est allé chercher ses premiers points de la saison, il a aussi terminé pour la première fois devant son coéquipier Hülkenberg. Tsunoda 11e, Hülkenberg, comme mentionné, 12e à bord de la 2e Haas.
Joe, à bord de la Alfa Romeo, 13e. De Vries, quand même une belle fin de semaine. On sait que c'est la recrue, même s'il y a déjà 27-28 ans. On sait qu'il était à ses premiers Grands Prix. Donc, 14e à bord de sa AlphaTauri. C'est quand même un bon week-end. Oscar Piastri, on sait que les deux McLaren ont été frappés de malchance dès le départ. Les deux ont eu des accrochages avec quelqu'un de différent sur la piste. Donc, on a dû avoir un arrêt au puits, changer les ailerons sur les deux McLaren. Donc, Piastri qui a tout de même réussi à terminer 15e. Une belle course pour lui. Logan Sargent qui partait dernier est allé finir 16e. Norris, 17e. Un week-end, c'est sûr que Norris a des 17e positions. C'est pas ça qu'il veut voir. Il veut pas voir le numéro 17 à côté de son nom lorsqu'une course se termine. Il espère à beaucoup plus, bien entendu, avec le talent qu'il a. Valtteri Bottas, 18e. Abandon pour Albon. Il avait des troubles avec sa Williams. Et Stroll aussi, qu'on a mentionné plus tôt, qui a été forcé à l'abandon. Donc, c'est ça qui a résumé le week-end de course. Pour mon opinion, j'ai aimé le week-end. J'ai trouvé que ça nous offre toujours des courses excitantes. C'est un circuit urbain. Donc, c'est le début de plusieurs séquences de circuits urbains. On sait que le prochain sera en Australie. On a aussi Bakou qui s'en vient, ainsi que le Grand Prix de Miami et Monaco. Donc, on s'en va dans une séquence de circuits urbains pour un petit bout. Donc, c'est très le fun à voir. Moi, j'ai trouvé que c'est un circuit nocturne aussi. Les voitures, les réflecteurs sont toujours très, très belles à observer sous les réflecteurs. Donc, c'est un circuit que j'espère qu'on va garder pour longtemps en Formule 1. Ça nous offre des courses excitantes. Et puis, ce qui est intéressant de vérifier lors du week-end, c'est que c'est un circuit qui est très différent de Bahreïn. Donc, les résultats qu'on a eus sont envisageables pour le championnat. Donc, si tu as été bon à Bahreïn et tu as été bon en Arabie Saoudite. Donc, normalement, ça offre un présage que la voiture va connaître des bonnes performances sur tous les prochains Grands Prix parce que on a vraiment des caractéristiques qui sont différentes entre Bahreïn et Arabie Saoudite. Et quand on réussit à mettre ça ensemble, si on était capable d'aller extraire beaucoup de performances sur un circuit comme Bahreïn et un circuit comme l'Arabie Saoudite, mais ça nous donne une bonne impression de ce que le reste du championnat va avoir l'air. Donc, les Red Bull et les Aston Martin devraient être compétitifs sur chaque circuit d'ici la fin de la saison. Peut-être une bonne nouvelle pour les amateurs de Red Bull et Aston Martin, peut-être une mauvaise pour les amateurs de Mercedes ainsi que Ferrari. Donc, c'est ce qui a conclu pour notre résumé du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Maintenant, nous passons à vos questions, membres de F1 Podcast que vous nous avez envoyées. Place à la période de questions. Première question nous vient de Monique de Terrebonne qui nous écrit « Bonjour Monsieur Simon, j'ai découvert votre balado la semaine dernière par l'entremise de votre page Facebook F1 Podcast, une page que je trouve magnifique, soit dit en passant. Merci Monique, c'est très apprécié et j'espère que vous n'oubliez pas de mettre des mentions j'aime sur la page. C'est ce qui aide à faire grandir notre page et grossir notre communauté F1. » Donc, elle continue en disant je vous écoute au gym lors de mes séances d'entraînement. Je suis une grande fan de Sergio Perez et j'aimerais savoir votre opinion sur l'attitude de son coéquipier Max Verstappen lors du Grand Prix du dernier week-end. Eh bien, son attitude. Vous parlez sûrement d'aller prendre le point au championnat. Eh bien, chaque pilote de Formule 1, pour atteindre ses hauts niveaux, eh bien, ça prend un esprit compétitif très important. Et ça, Max Verstappen, il n'y a aucun doute, c'est un compétiteur, un féroce compétiteur, même on pourrait dire. Donc, pour un championnat de Formule 1 qui est un marathon, on ne peut pas laisser des points sur la table comme ça. On sait qu'en 2021, lors de sa compétition contre Lewis Hamilton, chaque point ont été vraiment importants à aller jusqu'à la fin. Donc, Max Verstappen l'a appris mieux que n'importe qui, que chaque point il compte. Donc, tu peux pas te permettre de laisser des points comme ça sur la table. Même si c'est ton coéquipier, il sait que son adversaire principal cette année sera sûrement Sergio Perez. Donc, il peut pas se permettre de dire on va laisser un point parce que c'est mon coéquipier. Il veut toutes les accumuler. S'il a vu la possibilité d'aller chercher ce point supplémentaire-là et conserver la tête du championnat. Donc, il est allé pour le tout et il est allé le chercher. Donc, non, moi, je peux pas y en vouloir pour ça. Pour ce qui est de l'attitude, faut faire attention, encore là, on sait que Max Verstappen a commencé en Formule 1 à l'âge de 17 ans. Donc, il était mineur, il était un adolescent. Donc, c'est sûr qu'il grandit sous les réflecteurs. Toutes ses erreurs sont épiées et il prend de plus en plus de maturité à chaque année. Ça vient avec l'expérience. Donc, moi, je trouve que il fait des progrès de saison en saison. Il continue de prendre de la maturité, d'apprendre de ses erreurs. Donc, non, pour ce côté-là, côté attitude, j'aime le fait
qu'il soit un compétiteur, il nous donne des bons spectacles. Je trouve à chaque fin de semaine, il ne baisse pas les bras. Il y a beaucoup de persévérance et de ténacité. Donc, ce côté-là, j'ai pas de problème avec son attitude. Il n'est pas le premier. On se rappelle que les meilleurs pilotes ont tout ce genre de caractère fort-là. Là. On peut mettre dans le même panier les Fernando Alonso, les Michael Schumacher, les Kimi Raikkonen, Sébastien Vettel, Lewis Hamilton. Donc, ils ont toutes des attitudes propres à eux-mêmes qui fait d'eux autres des fiers compétiteurs qui sont féroces aussi sur la piste. La deuxième question nous vient de Philippe de Rosemère qui nous demande quel est le nombre maximum d'arrêts au puits que les équipes ont-elles le droit de faire lors d'une course. La réponse à votre question, Philippe, est il n'y en a pas. Il n'y a pas de maximum d'arrêts que les équipes ont le droit de faire. On essaie plutôt de limiter ça au maximum. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est on sacrifie entre 17 et 21 secondes à chaque arrêt. On sacrifie ce temps-là pour but d'essayer de le regagner en piste avec la performance du pilote, en lui fournissant de meilleures gommes, des gommes moins usées qu'il avait sur sa voiture préalablement. Mais on tente d'aller rechercher et regagner ce temps-là en maximisant les performances en piste. Le seul règlement qu'on a, par contre, c'est qu'on est forcé d'utiliser 2 gommes différentes lors d'une course. Si on commence la course comme Red Bull au Grand Prix de Bahreïn en gomme tendre, ils se sont arrêtés et on a décidé de poursuivre avec des gommes tendres, mais automatiquement, on dévoile notre jeu qu'on va s'arrêter une deuxième fois pour devenir conforme et utiliser donc une gomme soit médium ou la gomme plus dure lors du prochain arrêt pour devenir conforme au règlement qui force, dans une épreuve sec, donc pas de pluie, à utiliser au moins 2 gommes de pneus différentes. La troisième et dernière question vient de Hugues de Trois-Rivières qui nous demande quel a été le plus gros changement qui a fait en sorte que Red Bull est devenu plus compétitif depuis la saison 2021. Très bonne question, Hugues. Tout d'abord, il faut retourner un peu plus loin dans l'histoire pour retourner à l'association entre Red Bull et le manufacturier Renault. On se rappellera dans la série Drive to Survive saison 1, on avait un personnage qui s'appelait Cyril Abitboul, qui était le directeur de l'écurie Renault, qui était à couteau tiré avec le directeur de l'écurie Red Bull, qui est Christian Horner. Donc, entre les deux, il n'y avait pas une super entente. On peut le voir tout au long de la série. Ça a fait une très bonne série, d'ailleurs, avec la rivalité entre ces deux-là. Donc, Red Bull, qui est un client de Renault, qui s'approvisionnait côté moteur et transmission chez le grand manufacturier français. Renault, eux autres, voulaient dicter un peu comment ça allait fonctionner et comme Red Bull avait été les derniers à aller remporter des championnats bien avant Renault, on voulait aussi dicter comment le moteur devait être fait. Sauf qu'on n'avait aucun pouvoir du côté de Christian Horner et de l'écurie autrichienne. Donc, on n'était pas capable de convaincre M. Cyril Abitboul d'écouter nos directives de développement, ce qui est point de vue du moteur. Donc, à force d'avoir la tête dure, Christian Horner a décidé de se tourner vers une alternative, l'alternative qui était un moteur Honda. Quand on a décidé de faire l'entente entre Honda et Red Bull, ça a été écrit dans le contrat que Honda était bel et bien ouvert à écouter les directives de Red Bull pour le développement de leur moteur. Honda qui avait aussi un partenariat avancé avec McLaren où ça s'est très très mal terminé. On se rappellera que le moteur était tellement mauvais que Fernando Alonso à l'époque avait même décidé de prendre sa retraite. Donc à ce moment-là, l'association Red Bull et Honda commence en 2019. On commence tout de suite, on prend le moteur qui est déjà pas bon, qui était dans la McLaren, mais on commence déjà à en développer un nouveau pour la fin de saison 2020 et début saison 2021. Donc, quand on commence à travailler sur ce moteur-là, on ramène un ancien projet que Honda avait déjà dans leur cahier, qui était un projet de moteur en anglais qu'on appelait Size Zero. Donc, un moteur qui est plus petit que la normale et qui permet de mieux balancer la voiture. Donc, on avait déjà tenté ça chez McLaren en 2015, mais McLaren avait demandé à Honda de laisser tomber le projet. On ne croyait pas à ça. On avait décidé d'opter plutôt vers une technologie différente, de mettre le turbo à part du moteur à côté pour essayer de gagner un peu d'espace. Donc, une autre technologie. On n'avait pas voulu aller de l'avant avec le moteur Size Zero. Red Bull aime cette technologie-là et demande à Honda en 2019-2020 de commencer à travailler sur ce projet-là conjointement avec eux autres pour développer un moteur qui est plus petit que tout ce qui est offert sur le marché par les autres manufacturiers.
Donc, le gain qu'on vient faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué la tête des cylindres, on a changé l'orientation des valves, donc l'angle des valves, et on a aussi l'arbre de direction, donc on l'a aussi compressé pour essayer d'aller chercher un moteur qui est beaucoup plus petit, mais qui développe autant et même plus de puissance que d'habitude. Ce qu'on gagne en ayant un moteur plus petit, c'est qu'on réussit à mieux équilibrer l'arrière de la voiture. Donc, on a plus d'espace, donc on peut venir mettre plus de choses à l'arrière de la voiture, travailler sur le ballon. Parce qu'on sait, on en a discuté dans les derniers épisodes, le ballon en Formule 1, l'équilibre de la voiture, c'est très important. Donc, avec cet avantage-là, Red Bull a pu commencer à travailler à mieux balancer sa voiture, donc en mettant plus de choses à l'arrière, des composantes, afin d'aligner la voiture. On a aussi pu réduire le châssis vers l'arrière du véhicule, donc le mettre plus étroit, et ça nous donnait une chance avec la diffusion d'air et l'aérodynamisme d'aller chercher plus de performance. Donc, on a commencé cette technologie-là vers la fin de l'année 2020 au dernier Grand Prix, et vraiment en 2021, on l'a plus mis en place, et c'est là qu'on a réussi à développer de bien meilleures performances chez Red Bull avec le moteur Honda qui est plus petit que tous les autres moteurs sur le marché. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 20 mars de F1 Podcast, que je vous remercie d'avoir été là et de nous soutenir Spotify en cliquant suivre ou follow afin d'avoir des notifications sur nos prochains épisodes, ainsi que vous abonner à notre page Facebook et de laisser des petits j'aime sur nos publications afin de continuer à grossir la communauté F1 que nous sommes en train de bâtir. Participez aux discussions aussi, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Merci et bonne semaine!